J'ai deux bonnes nouvelles pour vous ce soir. Deux bonnes nouvelles qui concernent l'écologie et notre capacité en tant qu'humanité à basculer dans un paradigme vraiment durable. Et je pense qu'en matière d'écologie, sans me tromper, on a besoin de bonnes nouvelles, on est d'accord. La question de comment on sauve la planète, c'est la question à laquelle j'ai envie de dédier ma vie. Voilà. Déjà ma vie professionnelle. Il y a une dizaine d'années, du coup, j'ai commencé une carrière de prospectiviste en matière de risque climatique, initialement pour le ministère des Armées. En gros, mon boulot, c'était de recevoir tout un tas d'informations scientifiques, voilà, les derniers rapports, les dernières modélisations climatiques, de prendre ça et d'essayer de comprendre comment tout ça allait impacter nos sociétés dans les décennies à venir. Le prospectiviste, il anticipe les tendances profondes dans notre société à partir de la matière qu'il a maintenant. Donc autant vous dire que j'étais pris dans une sorte de machine à laver perpétuelle de mauvaises nouvelles. Parce que, vous le savez, les chiffres du climat, ils font froid dans le dos. Donc je suis passé par différentes émotions, la peur, le déni, la colère, ma courbe du deuil. J'étais éco-anxieux. Et aujourd'hui, j'arrive à être conscient sans être anxieux. J'arrive même à être optimiste tout en étant conscient. Et c'est ça que j'ai un peu envie de vous transmettre aujourd'hui. J'ai conscientisé quelque chose qui me permet d'être optimiste malgré la crise climatique. C'est que jamais l'humanité n'a été confrontée à une telle crise de toute son histoire. Et que du coup, l'humanité n'a jamais été confrontée à une telle opportunité de toute son histoire. Pourquoi ? Parce que l'humanité n'est pas heureuse. Voilà. Globalement, on est beaucoup à faire de notre mieux, mais le niveau de bonheur individuel et collectif, il n'est pas très élevé, alors qu'on aurait tous les moyens matériels d'être très heureux. L'abondance, elle est partout autour de nous. Et vous savez, quand vous pouvez tout perdre, et avec la crise climatique, on peut potentiellement tout perdre, eh bien, c'est une occasion formidable de se poser les bonnes questions. Et la bonne question, c'est qu'est-ce qui nous rend heureux, en tant qu'individu et en tant que société. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un lien très intime entre la crise climatique, la destruction de la planète, et la crise du bonheur. Laissez-moi vous parler de Robert. Robert, il est père de famille, de classe moyenne, il habite dans l'Orne. Et Robert, il vient de faire l'acquisition d'un SUV. Un SUV de sous-marque, certes, mais qui fait quand même 1,5 tonne de métaux pour transporter 80 kilos de bonhomme, quoi. Il a investi une partie substantielle de son salaire dans cette voiture. Il alimente ainsi l'explosion des ventes de SUV dans le monde. Je ne sais pas si vous savez, mais l'accroissement des SUV dans le monde depuis 10 ans, c'est le deuxième poste d'émissions de CO2 supplémentaires derrière les nouvelles centrales à charbon. Donc c'est colossal. Mais pourquoi, au fond, Bernard, il a voulu faire l'acquisition de ce SUV ? Eh bien parce que, après 60 ans de matraquage publicitaire, inconsciemment, Bernard, il associe la taille de la voiture à la taille du statut social. Et Bernard, il a besoin de s'affirmer. Il a besoin de se rassurer parce que on traverse une crise économique que beaucoup de gens ressentent et beaucoup de gens ont peur du déclassement. Mais si on creuse le questionnement encore un peu plus loin, pourquoi est-ce que Bernard a autant besoin de s'affirmer à travers cette grosse voiture ? Eh bien parce que Bernard cherche de l'amour. Déjà envers lui-même, c'est-à-dire que ce SUV va pouvoir lui permettre de se renarcissiser, de reprendre confiance en lui, mais il cherche aussi l'amour des autres. Parce que inconsciemment, en profondeur, il pense que les attributs du chef, la grosse voiture, mais ça peut être aussi un sac de luxe, va lui permettre un accès à la famille, au couple, et donc à l'amour. C'est très profond, ça, en nous. C'est ce qui explique pourquoi la consommation ostentatoire, le fait d'acheter des choses de luxe ou des choses qui montrent que vous avez un grand statut social, est si puissante, si preneuse émotionnellement. Donc Bernard, il cherche avant tout de l'amour à travers ce bien de consommation matérielle, ostentatoire. À manque de bol,
ça n'est jamais ça qui apporte du bonheur. Ça n'est jamais un objet, a fortiori pas utile en soi, puisqu'une petite voiture aurait très bien pu faire l'affaire pour ses besoins. Ça n'est jamais un objet qui vous apporte de l'amour. Voilà. J'aurais pu vous parler aussi de Yasmina. Elle a 20 ans et Yasmina, elle est accro à TikTok autant qu'à la fast fashion. Hein, elle poste des vidéos tous les jours dans des nouvelles tenues. Hein, c'est sa consommation ostentatoire à elle, hein, tous ces nouveaux vêtements. Elle n'en a évidemment pas besoin. Mais elle est complètement accro aux petits shoots de dopamine de des notifications qu'elle reçoit, et notamment de tous les likes et les commentaires des jeunes hommes qui la suivent. Pourquoi? Parce qu'au fond d'elle, encore une fois, c'est inconscient, mais elle a l'impression qu'elle aura accès au couple, qu'elle pourra sortir de sa solitude quand elle le veut, de par cette petite notoriété. Encore une fois, elle investit sur de la consommation ostentatoire, mais ce qu'elle veut au fond, c'est de l'amour. J'aurais pu aussi vous prendre l'exemple de Damien. Damien, il revient d'un séjour flash à Ibiza. Il y est resté 2 jours et demi. Et Damien, il a pris plus de plaisir à poster ça sur Insta que sur place. Parce que sur place, il n'a même pas eu le temps d'atterrir, de se connecter à lui-même, de se connecter à l'endroit. Encore une fois, forme de consommation ostentatoire, pas bonne pour la planète. Bernard, Yasmina et Damien, ils ne sont pas fondamentalement heureux. Ils ne sont pas forcément malheureux, mais ils ont oublié que le vrai chemin du bonheur, c'est de cultiver les liens. Et que les biens matériels n'amènent pas forcément les liens. Et ça, c'est quelque chose qui est assez structurant dans notre modernité. Le capitalisme a besoin de vous faire croire que l'achat de biens matériels va vous amener les liens, va vous amener l'amour. Mais ça n'est jamais le cas. Ce qui crée vraiment du bonheur, c'est la qualité des liens. Du lien à soi et du lien aux autres. Or, quand vous vous sentez bien, quand vous partagez des moments de bonheur comme ça avec vos proches, vos conjoints, votre famille, vos amis, eh bien, vous avez moins besoin de temps de consommation, ni même moins besoin de consommer. Il y a tout un tas d'études qui montrent que plus vous vous sentez seul, plus vous vous sentez malheureux, eh bien, plus vous avez besoin de compenser. Plus vous mangez gras, sucré, plus vous chauffez, plus vous prenez des douches chaudes longues, et surtout, plus vous avez des achats pulsionnels compensatoires, hein, et notamment des achats, justement, consommation ostentatoire. Évidemment, tout ça, c'est pas bon pour la planète. Mais si notre consommation se restreignait à ce dont on a vraiment besoin pour être heureux, pour être confortable, hein, voilà, un toit, des habits, des transports de qualité, tout ce qu'il faut pour que on puisse s'épanouir, de la nourriture de qualité, que sa famille puisse s'épanouir, eh bien, si on avait tout ça et qu'on faisait une croix sur toutes les consommations ostentatoires de statut social inutiles, eh bien, on pourrait peut-être réduire notre empreinte matérielle, on pourrait peut-être réduire notre impact écologique de moitié. Voilà. Il faut bien prendre conscience de tout ce que détruit le fait même, enfin, tous les objets qu'on achète qui ne nous servent à rien fondamentalement. Cette suraccumulation-là, bon, je vous ai dit, le système en a besoin, mais ça ne rend jamais heureux. Ainsi, vous avez les clés d'une villa de luxe demain avec des mets à profusion de grande qualité, des voitures de luxe, tout ce que vous voulez, mais si vous êtes privé d'amour, vous allez finir très malheureux. Et quand bien même vous êtes un mystique et vous choisissez la voie de l'isolement, vous allez vous rendre compte que c'est plutôt le dépouillement, hein, qui va vous ouvrir le cœur. Mais voilà, retenez l'idée que les biens matériels n'achètent jamais le bonheur. Ça n'est que la qualité du lien qui rend heureux. Or, ça, on l'a oublié. Voilà. En tant qu'humanité, on l'a oublié et il s'agit maintenant de le retrouver. Et cette qualité du lien, elle s'apprend. Elle s'apprend à l'école. Hein. La vraie science de l'épanouissement individuel et de l'épanouissement collectif, ça devrait être enseigné partout. Et ce n'est pas un chemin facile, le chemin du bonheur par les liens. Ce n'est pas un chemin facile, déjà, ce n'est pas un chemin suffisant. Hein, si on n'a pas la notion de choix collectif avec le politique qui va nous permettre de transformer notre économie, bon, déjà, il ne se passera pas grand-chose. Mais quand bien même, ce choix, enfin, ce parcours individuel, il est compliqué. Parce que vous devez abandonner un système de croyance que la société vous matraque en permanence. Ce système de croyance, c'est acheter des biens, ça va renforcer votre chance d'obtenir de l'amour à travers les liens. Vous devez remplacer ça par un autre système de croyance qui est
bah en fait, autant cultiver directement les liens sans passer par la case bien de consommation. Voilà. Mais ça, pour le cerveau, c'est très violent. C'est ce qu'on appelle le biais de coût irrécupérable. C'est-à-dire que votre cerveau, il investit beaucoup d'énergie pour construire des liaisons de neurones, associer beaucoup d'émotions là, pendant presque toute votre vie pour croire dans ce système qu'on vous imposait, que les biens allaient acheter les liens. Si vous changez de système de croyance, bah, ça veut dire que toute cette énergie, le cerveau l'investit pour rien. Voilà. Vous allez devoir refabriquer des circuits neuronaux, mais tout ce que vous avez fait avant, ça sert à rien. Or, dans le vivant, l'économie d'énergie est centrale. Voilà. Donc c'est pour ça que les gens préfèrent souvent un enfer connu à un paradis inconnu. L'enfer connu ne nécessite pas de rechanger tous ces circuits neuronaux. Mais en fait, quand on y réfléchit bien, c'est une super nouvelle. C'est-à-dire que c'est les liens qui apportent le bonheur, c'est pas les biens. Voilà. Une autre définition de la transition écologique, c'est remplacer des biens par des liens. Donc c'est une super nouvelle parce que qui ne recherche pas le bonheur? Et moi, mon espoir, il réside en partie là. C'est-à-dire qu'on recherche tous le bonheur. Et, euh, et je pense sincèrement que quand l'humanité montera un petit peu en niveau de conscience sur qu'est-ce qui rend vraiment heureux, le bonheur, eh bien là, il pourrait se passer un truc sur le plan écologique. Je vous parle de bonheur, je vous parle d'amour, hein, mais retenez simplement l'idée que votre taux de bonheur personnel, c'est la quantité d'énergie d'amour qui circule en vous. Énergie d'amour au sens large, hein, au sens de l'énergie vitale. Donc voilà, et ça, en soi, je trouve que c'est une super bonne nouvelle. Voilà, et ça me rend optimiste parce que je suis très confiant dans la volonté de chacun d'entre nous de trouver aussi son chemin de bonheur, qui est le seul chemin compatible avec la transition écologique. Et je vous ai dit que j'avais une deuxième bonne nouvelle. Elle est un peu corrélée à celle-là. Elle est un peu en miroir de celle-là. Je me suis posé la question, voilà, j'ai compris que ce qui rend heureux, c'est bon pour la planète, grosso modo. Parce que, bah, évidemment, hein, l'amour, les liens, ça n'émet pas de gaz à effet de serre, puis ça vous met dans une disposition où vous n'avez plus besoin de consommer autant. Mais donc, ça, voilà, c'est ce qui nous rend heureux. Mais ce qui nous rend malheureux, c'est pas bon du tout pour la planète. Et parmi ce qui nous rend malheureux, il y a notamment un sujet, qui est l'emprise. Voilà. Quand vous êtes sous emprise, c'est-à-dire quand vous livrez beaucoup de votre énergie alors que vous n'en avez pas forcément envie, que vous n'avez rien en retour. Vous pouvez être sous emprise d'une personne, hein, que ce soit dans votre couple, au travail, voilà. Mais quand vous êtes sous emprise, bah, vous êtes malheureux. Et l'emprise, elle peut être aussi collective. Là, on a des médias qui balancent des news anxiogènes à longueur de journée, des injonctions contradictoires. Ça crée une dissonance. Ça crée une dissonance dans le sens, ça rend malheureux. C'est une forme d'emprise, une emprise collective. Vous avez un président de la République qui a un discours qui est contradictoire. Ça vient percuter la notion de chance chez nous. Et, si vous voulez, l'emprise est le propre de profils qu'on appelle narcissiques. Voilà. Mais ces profils narcissiques, ils ont une particularité. C'est qu'ils ne peuvent pas culpabiliser parce qu'ils n'ont pas développé d'empathie. Et ça s'explique pour des raisons qui tiennent de la petite enfance. C'est pour ça que ce n'est pas du tout une question morale, mais un futur pervers narcissique, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, c'est généralement un petit enfant qui a été insécurisé, qui n'a pas reçu l'amour inconditionnel de ses parents, ni voilà, tout ce qu'il faut pour bien s'épanouir en confiance quand on est tout petit. Donc en fait, ce petit enfant va voir les autres, puisque les parents, c'est les autres, comme un danger. Et puisque les autres sont un danger, on ne va pas développer des capacités d'empathie. Le problème, c'est que la protection du vivant, ça n'est qu'un prolongement de l'empathie au-delà des seuls humains. Autrement dit, on n'a jamais vu quelqu'un d'empathique faire du mal à un animal ou ordonner l'abattage massif d'arbres. Ça n'existe pas. Le problème, c'est qu'on est dans une société qui ne valorise absolument pas l'empathie. Les valeurs de notre société, elles sont plutôt pervers narcissiques. Mais tant que l'empathie, elle n'est pas valorisée, eh bien, ça va être difficile de valoriser l'empathie qui va au-delà, hein, l'empathie vis-à-vis du vivant, vis-à-vis de la planète, vis-à-vis de tout ce qui nous entoure et qu'il faut absolument préserver. Donc là encore, moi, ça me donne de l'espoir parce que les gens, ils veulent aussi sortir de l'emprise. Petit à petit, les gens conscientisent, que ce soit dans la sphère individuelle, hein, intime, ou dans la sphère collective, conscientisent que ça les rend malheureux. Voilà. Qu'il faut aussi apprendre à tracer son propre chemin.
et son chemin de bonheur. Et puisqu'on est nombreux à vouloir sortir de l'emprise, sortir du malheur, eh bien, on pourra certainement embrasser un paradigme beaucoup plus empathique dans quelques années. Voilà, donc je récapitule. Première bonne nouvelle, ce qui nous rend heureux, la qualité des liens, ça n'émet pas de gaz à effet de serre et ça nous met en disposition de moins consommer des trucs absurdes. Donc c'est bon pour la planète. Ce qui nous rend heureux est bon pour la planète. Et ce qui nous rend malheureux, le manque d'empathie, bah, c'est très mauvais pour la planète parce que ça nous empêche de considérer les destructions qu'on fait à d'autres êtres sensibles. Et ça, pour moi, c'est un discours écologiste qui est fédérateur. Je vous remercie.